Dans les Pyrénées, on invente demain. « 2 millions. En France, 2 millions de personnes sont sans ressources ou touchent les minima sociaux, ont moins de 26 ans et sont en grande difficulté, sont chômeurs de longue durée, parents isolés, personnes handicapées ou récemment arrivées en France. Pour les aider à trouver ou retrouver un emploi, 4500 structures, associations ou entreprises sont organisées pour accueillir ces travailleurs en difficulté et les intégrer dans un parcours appelé IAE pour insertion par l'activité économique. À condition, bien sûr, que des places soient disponibles. Le dernier coup de rabot du gouvernement dans le budget dédié au secteur, moins 30% par rapport à celui de 2024, a de quoi inquiéter les professionnels. Pourtant, Emmanuel Macron avait inscrit ce dispositif dans sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en 2018. Ce dispositif, qui a fait ses preuves depuis sa création dans les années 70, a des niveaux de retour à des formations et à des emplois très positifs. En 2024, ils sont 45% à être en emploi 6 mois après la fin de leur parcours, dont un quart en contrat à durée indéterminée et près de 10% poursuivent par une formation. En Ariège, il existe 14 structures d'insertion par l'activité économique, dont 5 entreprises dans les domaines textiles, bâtiments, tri des déchets et numérique. Initié aux dernières technologies dans un territoire rural, un défi relevé par Jeanne Portefait, fondatrice de l'entreprise Digitani. Ravie d'être ici avec toi, Jeanne. On se tutoie ? Ça marche. C'est un rituel dans ce podcast. Est-ce que tu peux me dire ce que l'innovation signifie pour toi ? Alors, l'innovation, pour moi, dans l'activité dans laquelle on est, elle est à la fois technique parce qu'on s'appuie sur de l'innovation et aussi sociale parce qu'on a créé quelque chose qui n'existait pas. Donc, l'innovation, c'est une combinaison de contextes et de facteurs qui créent de la nouveauté. Et sur un territoire rural, de créer une entreprise d'insertion dans les métiers du numérique, c'est vraiment innovant parce que des entreprises d'insertion dans les métiers du numérique, il y en a une dizaine en France et en milieu rural, il y en a très peu. L'innovation, elle vient de là et c'est aussi un processus où on va créer quelque chose, essayer de développer, se casser la figure, apprendre de nos erreurs, chercher de l'amélioration continue. Enfin voilà, c'est vraiment un processus itératif qui fait que on va atteindre un objectif pour que ça fonctionne, mais ça va passer par des phases d'apprentissage qui passent parfois par l'erreur et la difficulté, et parfois de l'erreur sur de l'humain puisqu'on fait un travail quand même basé sur l'humain, donc voilà, c'est pas toujours évident. On entend le vent dans nos oreilles ici, alors je te propose qu'on rentre dans Digitani et que tu nous fasses visiter. Avec plaisir, je vous ouvre l'open space. Jeanne, tu es à l'origine de la création de Digitani et même de Qualitani maintenant. On pourrait décrire Digitani comme une entreprise d'insertion qui œuvre dans le domaine du numérique. C'est le lien que tu faisais autour de l'innovation. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée ? Alors, comment m'est venue cette idée ? J'étais en stage au début de mes études de commerce et j'ai découvert une entreprise d'insertion en Lozère. Donc, je revenais de 2 mois au pair aux États-Unis, je sortais de la Coupe du Monde. Enfin, voilà, j'étais dans un environnement complètement différent et j'arrive en Lozère dans une entreprise du bâtiment qui réinsère des anciens détenus, des anciens SDF, des personnes voilà, de tout horizon. Et là, je me dis, chouette, en fait, je peux faire du commerce et je peux faire du business avec une finalité sociale et c'est là qu'a démarré Digitani. Et je crois que dans ma vie aussi, j'ai eu des exemples aussi de femmes très résilientes par rapport à des situations qui ont repris un travail. Ma mère notamment, qui a repris un travail à 49 ans après avoir élevé tous ses enfants et qui a dû repasser son permis poids lourd pour trouver du boulot. Et donc, je crois que j'ai pas réalisé ça quand j'ai créé l'entreprise, mais aujourd'hui avec du recul et on fait beaucoup d'actions pour que les femmes aillent vers ces métiers du numérique. Je pense que la motivation, elle me vient de là, de voir que les femmes sont capables. Et puis, on a des exemples ici vraiment chouettes de personnes qui sont capables de tout reprendre à zéro à 50 ans pour aller apprendre un nouveau métier, se recréer un avenir professionnel. Donc, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, il va falloir que tu nous expliques ce que font ici les salariés permanents et en insertion. Mais peut-être avant ça, une question. Quand tu as lancé Digitani en 2017, Emmanuel Macron était élu pour la première fois à la présidence de la République et il nous disait vouloir faire de la France une start-up nation. Est-ce que Digitani s'inscrit dans cette tendance? But what we have to do is to change in depth our model.
I want France to be a startup nation. Digitani, on est en scope, donc c'est un peu l'anti-modèle start-up. Et en même temps, on est arrivé, alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout vu le lien entre la Startup Nation et puis le démarrage du numérique, mais le fait est que quand on a eu l'idée de créer cette entreprise dans le numérique, quand l'idée est venue, c'est parce que le marché était tendu au niveau de l'emploi, c'est parce que les besoins étaient là pour les entreprises, qu'il y avait un tournant à prendre, et aussi parce que les territoires ruraux comme l'Ariège investissaient dans la fibre pour créer des infrastructures, pour permettre ce qui allait devenir le télétravail, mais en 2017, c'était encore tout balbutiant. Donc Startup Nation, non, parce qu'en fait, on n'est pas une startup, et on n'est pas la Startup Nation. Est-ce qu'on s'inscrit là-dedans? Oui, forcément, parce que cet environnement est porteur pour le marché de l'emploi et toutes les innovations qu'on retrouve, ça fait 5 ans qu'on travaille pour l'intelligence artificielle, donc c'est forcément poussé par une logique de développer les emplois autour du numérique. Et donc nous, on participe avec la montée en compétences des salariés en insertion à ce que nos territoires soient plus compétents en matière de numérique. Justement, est-ce que l'Ariège, qui est un territoire rural, tu le soulignais, est-ce que tu considères qu'il est favorable au développement des entreprises du numérique? C'est quand même osé. Je me rendais pas compte que c'était aussi osé. Alors, est-ce que c'est favorable? Encore une fois, les infrastructures, on est arrivé avec un plan de déploiement de la fibre qui était vraiment très volontariste pour l'Ariège, et je crois que c'est quand même ça qui a apporté. On était la première entreprise à être connectée à la fibre sur le territoire autour de Saverdun, et d'ailleurs, le département était venu à cette occasion. Donc, il y avait cette volonté en 2017 du département d'aller vers la fibre. Après, accueillir une entreprise du numérique, on a été très bien accueillis dans l'environnement économique avec des entreprises qui nous ont fait travailler parce qu'elles avaient des besoins et qu'elles trouvaient pas forcément les réponses à leurs besoins, et aussi parce qu'on était en entreprise d'insertion et que du coup on permettait de développer les compétences autour du numérique pour des demandeurs d'emploi du territoire. Et on a fait quelques stats. Depuis 2018, les personnes qui sont venues chez Digitani globalement retrouvent du travail en Ariège et ils veulent rester en Ariège pour travailler. Donc ça veut dire qu'on contribue vraiment au développement numérique de notre territoire, et ça c'est une vraie satisfaction. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les activités de Digitani et puis de Qualitani, deuxième entreprise créée fin 2024? Ok, je vais essayer, c'est pas toujours évident d'expliquer ce qu'on fait. On travaille sur Digitani avec les personnes en parcours d'insertion sur de la production de données, de la donnée géographique principalement. Donc c'est quoi la production de données? On va créer, à partir d'images satellites, on va créer des fichiers en fait de données qui sont géoréférencées avec des coordonnées XY et qui vont permettre à des algorithmes que développe le CNES notamment, puisque c'est un de nos principaux clients. Cette donnée brute, elle va permettre aux algorithmes d'apprendre à reconnaître ce qu'on produit comme données. Donc la donnée qu'on produit, c'est par exemple de reconnaître des bâtiments, des routes, des rivières, etc. pour que les algorithmes puissent apprendre à reconnaître ça tout seuls à partir de données qui sont de bonne qualité, qui sont fiables et qui sont précises. Ça veut dire que c'est du nettoyage de données? On dit ça comme ça? Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment de la production. C'est-à-dire qu'on part d'une photo satellite et dessus, on va mettre une couche de données qu'on produit. On fait aussi du nettoyage. Ça arrive qu'on fasse du nettoyage de données ou, par exemple, du contrôle. On récupère des données produites par des algorithmes et nous, on va contrôler les erreurs qu'a fait l'algorithme. Donc tout ça, ça participe à enrichir cette intelligence artificielle pour des choses qui sont plutôt vertueuses, sur de l'environnement, sur travailler sur de la mobilité, etc. C'est pas toujours ce qu'on imagine sur l'intelligence artificielle. Et après, on va aussi travailler sur de la donnée pour de l'urbanisme. On contrôle de la donnée qui est produite, ou on produit de la donnée pour de l'urbanisme, pour des plans, pour des PLUI. Alors, données ou data, c'est rentré dans le langage commun. Néanmoins, je suis certaine que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une donnée. Une donnée, en fait, c'est une information. Et quand on parle de données géographiques, de géodata, etc., c'est de l'information géographique. Sur une carte IGN, il y a de l'information géographique. Derrière la donnée, on peut mettre beaucoup de choses, mais quand on va parler d'une base de données, ça peut être un nom, prénom, adresse. Ça, c'est de la donnée. Un nom, c'est une donnée. Un ensemble de données, ça va être une base de données. Donc, quand on fait de la donnée géographique, c'est de dire sur telle image, tel carré, ça représente un bâtiment qui est géolocalisé à tel endroit, etc. Ça, c'est la donnée qu'on produit. Ça, c'est une partie des activités de Digitani. Il y a aussi une partie d'activité qui est dédiée au développement de sites Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites et qui sont vos clients? Alors, c'est même l'activité historique de Digitani parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients est basée en Ariège, principalement sur cette activité qui a démarré sur les sites web. Donc, c'est des entreprises industrielles du territoire, des collectivités, des agences de développement d'attractivité, par exemple. Donc, voilà, on fait plutôt des sites institutionnels, on fait pas des sites de com à paillettes, etc. Enfin, voilà, notre créneau, il est sur des sites robustes, sur des sites qui vont utiliser de la donnée, toujours pour rendre l'information accessible à tous, fiable et expliquée de façon simple
des choses complexes. Et ça, c'est plutôt tiré de notre métier d'insertion où on fait faire à des personnes qui n'ont pas les qualifications au départ des choses assez complexes et assez techniques. Et donc, on a transposé ça dans notre compétence autour du web, qui encore une fois est la compétence historique, pour faire des sites de plus en plus complexes, soit gérer des utilisateurs et de la donnée complexe, soit pour faire des sites de ce qu'on appelle d'e-learning, où on va former des agents pour EDF, par exemple, très rapidement à ce qu'est la sûreté hydraulique pour quand ils interviennent sur un barrage, qui repèrent tout de suite les éléments critiques. Donc ça, on est capable de faire ça avec des vidéos, un questionnaire sur une plateforme web. C'est le genre de site qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi les clients vous choisissent-ils ? Alors, les clients nous choisissent avant tout pour la compétence technique qu'on leur apporte et pour la réponse technique qu'on leur apporte. J'aime bien citer en ce moment, on a travaillé pour Paris 2024, donc on peut pas en faire une grosse promotion, mais on a travaillé avant tout pour notre compétence technique parce qu'on était capable de retraiter des plans pour les rendre simples, toujours, et visuels et faciles à lire. On a fait tous les plans de tous les sites pour les JO, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et on n'est pas venu nous chercher parce qu'on était dans l'entreprise d'insertion, on n'est pas venu nous chercher parce qu'on est une scope, on est venu nous chercher parce qu'on avait la compétence. Et quand on travaille pour le CNES, ils viennent nous chercher parce qu'on répond à un besoin capacitaire, donc de production, à un prix qui leur correspond, avec un niveau de qualité qui est excellent et même parfois supérieur à leurs attentes. Et en plus, on fait de l'insertion et c'est utile. Donc en fait, Ça coche toutes les ça cases. coche toutes les cases. Mais on vient pas forcément nous chercher parce qu'on fait de l'insertion. Est-ce que tu peux nous dire ce que font les permanents, dizaines de permanents, quels sont leurs profils, quel est leur rôle dans Digitani et dans Qualitani ? Ok, alors il y a 12 salariés en insertion, il y en a 4 sur Haute-Rive, puisqu'on a un établissement Haute-Garonne, et 8 personnes sur l'Ariège, et on a une dizaine de permanents qui encadrent toutes ces personnes. Donc le rôle des permanents, il est de discuter techniquement avec les clients pour apporter le bon niveau de satisfaction aux clients, donc sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan des délais, parce qu'il faut souvent livrer dans des délais très contraints. Le rôle des permanents, des encadrants techniques, il est là pour accompagner les salariés en insertion à monter en compétences, donc à les former, à leur expliquer comment il faut faire, à leur expliquer parfois 3 fois comment il faut faire, à suivre la production qui est réalisée. Et en plus, on demande aux salariés permanents de s'engager puisqu'on est en scope. Il faut qu'ils s'investissent aussi dans la gouvernance. Alors pas tout de suite, au bout de 2 ans, qu'ils s'investissent dans la gouvernance de l'entreprise. Donc on a des personnes qui sont très bonnes techniquement, pédagogues, engagées, et c'est déjà beaucoup. Et tu as récemment embauché un directeur des opérations, un docteur en informatique. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de renforcer ta direction finalement avec ce profil ? Alors c'était une belle opportunité parce qu'il habite à Saverdun et il a postulé, c'était une candidature spontanée. Il avait entendu parler de Digitani. En fait, il est dans le web et dans la donnée, donc ça correspond exactement à nos activités. C'est le moment où on commençait à envisager la création de l'entreprise adaptée Qualitani, qui porte plutôt l'activité web. Donc ça permettait quand même de monter en compétences sur le web et d'être moins sur de la création de sites web vitrines très simples sur lequel il y a une grosse concurrence aujourd'hui. Et après, sur toute la partie data et intelligence artificielle, c'est pareil, c'est au cœur de sa compétence. Donc je dirais que quand j'ai reçu sa candidature spontanée, c'était vraiment une chance. Tu as choisi le statut scope, tu l'as évoqué à plusieurs reprises à l'occasion de cet entretien. Pourquoi ce statut ? Alors le statut scope, je l'ai découvert dans une entreprise d'insertion il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai découvert ce statut, je me suis dit que c'était le statut idéal pour entreprendre parce qu'une entreprise, elle doit quand même reposer sur des bases solides, c'est-à-dire un capital. Donc une fois qu'on a dit ça, le capital tout de suite ça fait peur et on s'imagine avec des actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Chez nous, les actionnaires, c'est les salariés. Donc globalement, si l'entreprise est profitable, ça profite aux salariés avec une répartition équitable des richesses qui va avant tout à tous les salariés, y compris ceux qui sont pas sociétaires, donc qui détiennent pas le capital. Ça veut dire que même les salariés en insertion, si on est profitable, ils en profitent aussi. Donc c'est vraiment un fonctionnement d'entreprise assez simple, je dirais assez puriste, parce que le fruit du travail va à ceux qui travaillent en priorité. Donc il y a peut-être un peu d'idéologie derrière ça. Mais en tout cas, moi j'ai fait des écoles de commerce, on m'a appris la finance, la profitabilité, les fusions-acquisitions, etc. Une scope, elle peut pas être vendue. Donc ça, c'est déjà une garantie sur la profitabilité et que la profitabilité de l'entreprise sert d'abord les intérêts des salariés. La profitabilité permet de pérenniser le modèle de l'entreprise, donc c'est-à-dire on investit dans notre outil de production qui est l'entreprise, et ensuite ceux qui détiennent le capital, donc c'est-à-dire les salariés sociétaires. Donc c'est vraiment un modèle assez carré, moi qui me plaît beaucoup. Tu as créé fin 2024 une deuxième entreprise qui s'appelle Qualitani. Pourquoi ?
Alors, Qualitani, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Digitani qui l'a créé. Et ça, c'est important parce que justement, c'était un projet de développement des sociétaires de Digitani. On n'accueillait pas suffisamment d'adaptation les salariés en situation de handicap, quelles que soient les raisons physiques, psychiques, des maladies. On pouvait pas faire toutes les adaptations qu'on voulait parce que sur les parcours en insertion, il y a un mode de management qui convenait pas à ces personnes-là. Donc, la première raison pour laquelle on a voulu créer cette entreprise adaptée, c'est de mieux accueillir ces personnes. Ensuite, il fallait différencier nos activités entre la data et le web parce que c'est pas évident à expliquer et ça devenait plus très lisible pour nos clients. Et ensuite, les sociétaires étaient vraiment partants pour créer cette nouvelle entreprise et ce nouvel outil de travail. Qui sera et comment sera Digitani dans 10 ans ? J'espère qu'on sera toujours là déjà, que l'entreprise, on parle d'impact social, mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir embaucher plus de personnes en parcours d'insertion, mais de le faire de façon progressive et organique sans se précipiter. On n'est pas la start-up, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc d'y aller de façon progressive et qui soit soutenable pour tout le monde, avec un développement qui ira peut-être sur l'Ariège, avec pourquoi pas d'autres antennes sur l'Ariège ou sur d'autres départements limitrophes ou ailleurs. Et puis surtout, voilà, il y a cette entreprise adaptée qu'on vient de démarrer, qu'il va falloir développer. Et après, moi, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, les sociétaires actuels auront pris le relais pour reprendre de plus en plus, voire la direction générale, et que moi, je puisse m'effacer un petit peu de ce rôle de directrice générale. Alors justement, en termes d'insertion, que deviennent les salariés une fois la période, alors maximum 2 ans, passée dans l'entreprise ? Alors, on a des statistiques parce qu'on est engagé vis-à-vis de l'État à fournir des statistiques là-dessus. En tout cas, on justifie de tous les parcours et à la fin, l'État nous dit, voilà, vous avez un taux de sortie dynamique. Et là, cette année, on était à 78%. Donc, on a une conseillère en insertion qui est vraiment très active dans la recherche du meilleur parcours par rapport aux besoins de la personne. Donc, il y a des entretiens réguliers. Les personnes, souvent, partent sur de la formation parce qu'après avoir découvert les métiers du numérique, que ce soit sur le web ou sur la géodata ou sur d'autres activités autour du numérique, ils ont quand même besoin de se former. Il y en a quelques-uns qui partent avec une équivalence technicien, mais la plupart ont besoin vraiment de valider un diplôme pour pouvoir trouver un boulot à la sortie qui corresponde à un niveau de qualification quand même plus élevé dans le numérique. Et on a fait une stat sur les 5 dernières années, sur les parcours des personnes. Il y en a un tiers qui part dans la géodata, un tiers dans le web et un tiers dans d'autres activités. On a une personne qui fait du marketing aujourd'hui, on a d'autres qui ont créé leur boîte, mais on a des très bons retours même de CDI à l'issue des formations, donc on suit ça aussi sur le long terme. Au total, ce sont combien de personnes qui sont passées par Digitani et d'où viennent-elles ? Je dirais entre 60 et 70 personnes qui ont dû passer. On n'est pas précis là-dessus, mais on va l'être. Est-ce que vous avez du mal à trouver des candidatures ? Malheureusement, on aimerait bien pouvoir embaucher tout le monde en ce moment. Je pense qu'on doit avoir presque 30 candidatures en attente de réponse. Donc il va falloir qu'on donne un paquet de réponses négatives. On essaye d'embaucher le plus possible et d'avoir des parcours courts pour pouvoir renouveler l'équipe. Mais tout ça, il faut trouver des clients pour ça, donc ils n'arrivent pas tout seuls. On pourrait aussi être curieux de savoir comment ça s'est passé pendant le confinement. Le confinement, alors c'était horrible, mais tout à l'heure on parlait d'innovation, ça a été une contrainte. Donc on venait de créer l'entreprise 2019, on commençait à être référencé au CNES, chez EDF, enfin c'était le début de la gloire et du développement. On avait des très belles perspectives et ça a été une belle année. Et 2020, on a vraiment été freiné dans notre élan. Et pour répondre à la consigne générale qui était de continuer l'effort économique, de faire travailler, etc. On se dit, nous, on est sur le numérique, donc on peut faire du télétravail. Donc, tous les salariés en insertion ont été en télétravail. Donc, on a mis les bureaux, on a tout installé pour les salariés chez eux. Et sauf qu'en fait, on s'est vraiment cassé la figure parce que faire du télétravail avec des salariés qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont beaucoup de questions, qui sont pas autonomes dans leur activité, en fait, ils ont été perdus. Ils ont pas compris pourquoi on a fait ça. Du coup, on a passé une année 2020 jusqu'au milieu de 2021 compliquée parce que ça a remis en cause beaucoup de choses dans notre organisation. Et le côté positif, c'est qu'on s'est fait accompagner pour remettre en cause cette organisation et que la façon dont on est organisé aujourd'hui est vraiment née de cette crise de 2020. Voilà, donc c'est plutôt positif in fine, mais quand on était au cœur de l'action, c'était compliqué, mais comme beaucoup. Grand merci, Jeanne Portefait, d'avoir partagé tes convictions et le savoir-faire des entreprises que tu diriges. L'innovation économique et sociale est bien au rendez-vous dans cet épisode. Et une fois encore, on voit, ou plutôt on entend, que c'est bien dans nos montagnes pyrénéennes qu'on invente demain. Merci. Il me reste à remercier les partenaires qui soutiennent ce podcast et en particulier le département de l'Ariège, l'agence Ariège Attractivité
et l'agence EDF Un Territoire, Une Rivière. Vous venez d'écouter l'épisode 3 du podcast Dans les Pyrénées, on invente demain. Il est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube et sur la page dédiée de touleco.fr, premier média d'information économique d'Occitanie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt.